Bon, là c'est une vidéo à prendre avec des pincettes, hein. Je suis pas un psychiatre, je suis pas... euh, c'est compliqué. Je- on va aller direct. Donc là, vous avez un test syndrome d'Asperger personne normale. Là, vous avez un test personne Asperger. Et là, vous avez mon profil. Bon, ni Asperger, ni normal. Déjà, il faut prévenir, c'est intéressant, il faut quand même le rappeler. On dit plus Asperger, on dit trouble du spectre autistique. Je pense que c'est une très bonne chose. Ce test, j'ai regardé plein de gens sur internet qui l'ont passé et qui ont eu des trucs bizarres, hein, comme moi. Donc ni Asperger, ni normal. Et je pense qu'effectivement, bah, le problème il est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, Asperger, on pourrait plutôt dire bah, des spectres autistiques légers. Donc voilà. Moi je pense dans mon cas, j'ai eu des spectres autistiques légers. J'en ai toujours. Hum, Mais pendant mon parcours, j'ai trouvé plusieurs stratégies, j'ai découvert plusieurs choses qui m'ont permis de progresser et de m'éloigner de certains schémas et de développer de nouvelles capacités, ce qui me permet de compenser dans un tas de domaines, et notamment dans le domaine relationnel. Euh, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant, alors sans savoir si ça sera forcément utile à tout le monde, de donner ces clés que j'ai trouvées. Et peut-être qu'il y a pas mal de gens qui peuvent avoir des troubles autistiques légers ou plus sérieux et qui seront en mesure du coup d'exploiter ces clés pour progresser, pour élargir leur perception du monde. Donc voilà, déjà la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est que tous ces trucs Asperger, profil hypersensible, haut potentiel, etc. Tout ça, c'est des étiquettes. Et moi, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne chose, toutes ces étiquettes. Alors, je comprends que un hôpital ou un centre qui doit gérer les cas, ben, forcément, il a besoin de les classer par catégorie, pour les faire passer par différents processus, pour ensuite les ressortir sains d'esprit, normaux, hein. Donc ils ont besoin de créer ces étiquettes. Par contre, pour la personne, enfin, moi je me souviens, on m'a déjà collé une étiquette dans un centre médical. Euh, Moi je vous dis pas ce que c'est comme étiquette. La, sur le moment, un sentiment, pas de chaleur, mais un côté très réconfortant, parce que d'un stade où on se dit que bah on est bizarre, ou alors qu'on ne comprend pas comment fonctionne le monde, on passe à un stade où on a l'impression d'avoir une place dans ce monde et qu'on correspond à cette catégorie de personnes. C'est très doux, on a l'impression tout à coup d'être devenu normal, de faire partie. Mais je pense pas que, enfin moi personnellement ça m'a pas aidé à passer ce sentiment très doux. On se prend quand même vachement la tête. Ce qu'il y a, c'est que avant on est ce qu'on est, on voit le monde comme on le voit, et on essaie de résoudre ses problèmes à sa façon finalement. Et il n'y a que ça qui compte. Mais quand on a une étiquette, on peut aller lire ce qui correspond à cette étiquette. On se prend la tête avec quelles sont nos caractéristiques par rapport à l'étiquette à laquelle on appartient, on se fixe des nouvelles limites, on se pose plein de questions sur soi, ce qu'on est, comment on doit se conformer, est-ce qu'on est vraiment ça, ou plutôt telle autre étiquette, etc. Je me prenais pas autant la tête avant, j'en avais rien à foutre, j'avais mes problèmes, c'est tout. Et je regrette un peu cette époque en fait. Il y a peut-être pas mal de gens, ce côté chaleureux de pouvoir rentrer dans une case comme les autres est essentiel. Et il y en a d'autres comme moi pour qui c'est plutôt un handicap qu'autre chose. C'est-à-dire que maintenant, des fois, je me dis peut-être même que je joue le rôle de mon étiquette, et du coup, je suis plus moi-même, quoi. Donc bref, méfiez-vous des étiquettes, méfiez-vous des tests. Voilà. Et ces histoires d'autisme, d'Asperger, c'est un peu la même chose, quoi. Et surtout par rapport à vos enfants.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dit trouble du spectre autistique, c'est bien, c'est large, ça fait bien comprendre que chaque personne est différente et qu'il faut gérer au cas par cas, quoi. Bon. Déjà, j'ai envie de vous raconter ma première expérience, enfin c'est peut-être pas ma première expérience, mais l'expérience la plus ancienne dont je me souviens, qui ressemble un peu à un trouble autiste et qui a eu une influence sur la façon dont je me suis développé après. En fait, j'avais 8 ans, donc c'était tard, et il y avait un terrain de basket, et on était 11 et il fallait faire 2 équipes de 5. Et bon, bah, c'est tombé sur moi, je me suis retrouvé tout seul en fait. Et les 2 équipes de 5 sont allées jouer et on m'a dit en gros, il n'y a pas de place, donc casse-toi quoi. Et donc je me souviens, donc j'étais très énervé, évidemment, j'étais très triste, très vexé, tout ça. Et puis en fait c'était un terrain, alors je sais plus si c'était un terrain de hand, de foot ou de basket, et il y avait une bande d'herbe autour. Et en sortant, donc j'ai commencé à marcher autour du terrain parce que je m'ennuyais et à regarder cette herbe. Et j'ai constaté, en fait, en levant les yeux, qu'il y avait la même herbe qui était à l'extérieur de l'école, au travers le grillage, je voyais à l'extérieur, il y avait la même herbe. Et je me suis dit, tiens, en fait, peut-être que cette herbe qui est autour du terrain, c'est pas l'herbe qui délimite le terrain, mais qu'en fait, il y a de l'herbe partout. Et à cet endroit-là, l'herbe est comme ça. Et donc finalement, le terrain, il a perdu son importance à mes yeux, sur le moment, et c'est plutôt l'herbe qui est devenue importante. Et du coup, je me suis dit, mais comment l'herbe se répartit sur Terre? En fait, les formes, etc., rectangulaires, les chemins et tout, c'est juste la forme où l'herbe s'est répartie sur Terre. C'est pas un chemin, c'est pas un terrain de basket avec une plate-bande d'herbe autour. Et puis après, j'ai commencé à raisonner comme ça sur un peu tout, parce que je m'ennuyais, donc pour m'amuser. Et puis même après sur les gens à la fin, je regardais les enfants qui jouent au basket, mes camarades, et je me disais, tiens, il doit y avoir plein d'autres écoles, et puis les écoles c'est comme l'herbe, ça pousse partout, et puis dans chaque école il y a des enfants, et puis tiens, ils interagissent comme ça. Puis je les regardais un peu comme des robots en fait, et puis c'est comme si tout devenait une espèce de grand système autour de moi. Et puis je pouvais simplement analyser la façon dont ce système il fonctionnait, comment les éléments qui étaient dedans ils interagissaient, la forme qu'ils avaient dans l'absolu, mais sans interprétation culturelle, sans repères sociaux quoi. Donc après, à la fin du match, mes camarades sont venus, j'étais un peu froid, j'avais du mal à leur parler normalement parce que je les voyais toujours un peu comme des robots. Et puis petit à petit, bon, bah, c'est revenu et puis je suis redevenu plus ou moins normal, quoi. En fait, je trouve que, enfin, je voulais vous raconter cette expérience parce que je la trouve intéressante pour plusieurs raisons. Euh, c'est que je, l'autisme quelque part, c'est un enfant il va se détourner des rapports sociaux et puis il va se concentrer dans son monde, on va dire, donc sur des choses plus techniques. Et quelque part, si cet enfant il prend cette décision, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est parce que il ne croit plus euh, aux apports sociaux. C'est-à-dire, il se dit que bah, il a rien à gagner quelque part à écouter les gens, à communiquer avec eux, que il s'en sortira bien mieux seul en fait, en analysant d'autres choses autour de lui, il se détourne quoi. Et là, un peu avec ce match de basket, cette histoire, c'est en fait j'étais exclu, donc bah, je pouvais que me détourner des rapports sociaux et rechercher à nourrir mon cerveau d'une autre manière, quoi. Donc je trouve ça intéressant parce que euh, en fait, je me dis, enfin quand on lit les bouquins de psychiatrie, on se rend compte qu'on nous dit toujours que la maladie mentale, c'est c'est une combinaison entre des facteurs génétiques prédisposants
et une confrontation à un environnement, à des expériences données. Et je pense par exemple avec l'autisme, ça pourrait très bien être quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on a quelqu'un par exemple, génétiquement, il pourrait être très sensible, très empathique, il pourrait avoir besoin de créer des relations très pures avec les gens qui sont autour de lui, de les ressentir. Et on imagine cet enfant, on le plonge dans un environnement où personne ne peut se permettre d'être franc, où tout le monde est hypocrite, où tout le monde joue un rôle pour rester dans le moule, pour avoir l'air normal, etc. Et ben, cette personne, elle ne pourra pas voir les gens autour d'elle comme de vraies personnes. Elle les verra comme des gens qui jouent un rôle, etc. Et si elle n'est pas prédisposée génétiquement à avoir envie de jouer ce rôle, à faire la même chose, elle va se détourner d'eux. Et c'est une conception qui me semble d'autant plus intéressante qu'on dit que les autistes ont tendance à développer des relations plus facilement avec les animaux. Et justement, les animaux, ils jouent pas un rôle. Les animaux, ils sont très purs la plupart du temps. Donc ça, c'est un de mes premiers conseils, mes premiers trucs, c'est d'avoir un chien. Je pense que si vous avez un chien, il va vous obliger à vous sociabiliser, vous allez le ressentir, vous allez le voir plus facilement comme une personne que un individu humain dans une société avec ses repères, son esprit de compétition, sa mesquinerie et son conformisme. Forcément, ça va mieux marcher. Donc, première chose, avoir un chien. Moi, quand j'étais jeune, je m'étais occupé d'un bébé chien. Encore aujourd'hui, je pense que ça m'a pas mal permis d'évoluer, quoi. Et je pense que je suis un meilleur parent, entre guillemets, aujourd'hui, grâce à ça, quoi. Et puis, si par exemple vous avez un enfant autiste et qu'il y a un chien, autant vous pouvez vous décourager parce que parce que vous faites des efforts et puis votre gamin il vous écoute pas. Autant le chien, s'il est seul avec le gamin, il va pas se décourager, il va toujours demander de l'attention, il va toujours vouloir jouer par tous les moyens, etc. Donc un très gros potentiel de sociabilisation, le chien. Voilà. Alors je refais une parenthèse vite fait sur cette histoire d'étiquetage, j'ai oublié de vous dire un truc dont je parlais avant. C'est que, vous avez vu d'ailleurs dans le test que je vous ai présenté au début, vous avez un côté où il y a écrit neurotypique, je crois. En gros, ça veut dire normal. Et un côté où il y a Asperger. Et en fait, normal, qu'est-ce qui est normal? Ce qui est normal, c'est ce qui ressemble à la plus grande partie de la population. C'est ça le critère de la normalité, du neurotypique. Normal, c'est pas fonctionnel, ça veut pas dire sain, qui marche bien, qui est en bonne santé. Normal, ça veut dire qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord? Et ça, c'est très intéressant. Moi, quand j'ai lu mon gros manuel de psychiatrie, la moitié du bouquin, c'est de l'histoire, c'est les erreurs terribles qui ont été commises par les psychiatres, c'est toute une énorme prise de tête philosophique sur mais merde, comment est-ce qu'on juge qui est sain d'esprit et qui ne l'est pas? Parce qu'il y a eu énormément d'erreurs qui ont été commises par les psychiatres. Alors je ne cherche pas à les dénigrer, au contraire, s'ils prennent la moitié de leur manuel de psychiatrie pour parler que de ça, c'est bien qu'ils font très attention. C'est que dans l'histoire de la psychiatrie, on a fait énormément d'erreurs. C'est-à-dire que un pays, par exemple, où tout le monde est de droite, il y a un gauchiste qui apparaît, c'est un fou, il faut l'enfermer. Il n'est pas normal. Vous voyez? Et il y a énormément de choses comme ça. Il y a plein de gens, aujourd'hui, on dit qu'ils sont malades, parce qu'ils ne sont pas normaux, et alors qu'en fait, ils sont peut-être tout à fait sains d'esprit. C'est juste qu'ils ne sont pas adaptés à la société, ou qu'ils ne sont pas comme les autres, et la société, comme on est dans un truc démocratique, la société elle est adaptée à la majorité normalement. Donc si on est dans la minorité, on n'est pas adapté, donc on va dire qu'on est malade, mais on est peut-être juste différent. Alors après, tout le monde n'est pas juste différent, hein. Les pathologies mentales, ça existe, hein.
On va pas se mentir. Alors c'est pour ça que les psychiatres ils ont des définitions très complexes, du genre adopter, on peut voir un peu les choses. Est-ce qu'une personne elle est capable d'adopter un fonctionnement, une attitude, un comportement qui va dans le sens de ses intérêts. Donc voilà, quelqu'un qui a des caractéristiques mentales qui l'empêchent de s'adapter à son environnement pour survivre, on peut dire qu'elle est malade. Et c'est pas si évident, c'est pas du tout si évident. C'est de la meilleure définition, je pense qu'on est, hein, mais elle est glissante, elle est très glissante. D'ailleurs, si je prends cette définition, quelque part, on est peut-être tous des tarés. Je pense qu'il n'y a personne qui serait capable de s'adapter à n'importe quelle situation, à toujours adopter le point de vue qui est dans son intérêt. D'ailleurs, ça, c'est la théorie aussi que les économistes ils avaient, quoi, l'homo economicus, c'est-à-dire l'homme qui fait toujours ce qui va dans son intérêt. Eh ben, il n'existe pas cet homo economicus. Alors, globalement, tout le monde s'en rapproche. C'est pour ça que le capitalisme a si bien marché. Mais dans l'absolu, c'est trop théorique, quoi. Donc personne n'est vraiment totalement sain d'esprit. Si on prend cette définition, on ne peut pas définir ce qu'est être sain d'esprit avec exactitude, et la normalité, c'est pas un indicateur d'être sain d'esprit ou pas. On pourrait être dans un pays où tout le monde est taré, et où les rares personnes saines d'esprit sont considérées comme des fous parce qu'ils sont bizarres. Ça, aujourd'hui, je pense que ça vous semble pas si fou que ça, ce que je vous dis. Parce que c'est vrai, on a beaucoup de maladies de société et tout le monde est perdu. Enfin bon. Cette parenthèse mise à part, je vais vous donner de nouvelles clés. Alors, la prochaine clé que je vais vous donner, c'est voyager. En fait, moi quand j'étais gamin, donc j'étais très persécuté parce que j'avais pas les habits à la mode. Et là où j'habitais, donc c'était Aix-en-Provence, et si t'as pas le jean à 400 balles, t'es un paria et puis tout le monde va te jeter des pierres, quoi. Je caricature à peine. Désolé pour les Aixois qui regardent la vidéo. Mangez ça dans votre gueule. Donc en fait j'ai grandi un peu dans l'idée que tout le monde me balancerait toujours des pierres dessus, je serais toujours considéré comme une sous-merde parce que de toute façon j'avais pas les bons fringues. Et je trouvais ça tellement débile que acheter les bons fringues pour plus que ce soit comme ça, ça me débectait. De toute façon c'est pas moi qui choisissais mes fringues. Et puis mon père a été muté en Espagne. Et donc dans le sud-est, il y a une expression, quand tu vas parler à quelqu'un et qu'il ne te connaît pas, il te dit qu'est-ce que t'as pas d'amis, quoi. Donc en général, il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur soi quand on est bizarre. Plus on est discret, moins on a de personnes qui nous poursuivent après pour nous lancer des pierres. Et donc du coup, quand je suis arrivé en Espagne, je me suis dit, pour moi, une opportunité de passer inaperçu, je vais pas refaire les mêmes conneries qu'avant, je vais pas me faire remarquer, comme ça, j'aurai pas de problème. Donc je me suis mis à part, je me suis isolé, j'ai fait bien attention, qu'on me remarque pas et tout. Et puis là, il y a... Alors c'était pas un espagnol, mais bon, c'était en Espagne, donc dynamique sociale espagnole, donc voilà. On ressemble à là où on vit, hein, de toute façon. Et il vient, et il me fait « Pourquoi tu viens pas avec nous? Tu trouves qu'on pue ?» Et voilà. Et en fait, c'était une société qui était totalement différente. C'est-à-dire, je suis passé d'un environnement social dans lequel tout le monde exclut tout le monde, où c'est un esprit de gang, un peu, de groupe, où c'est très dur de rentrer et après on n'en sort plus, à une société où tout le monde doit être intégré dans le gros groupe, quoi. On n'accepte pas que les gens se mettent à part. Et pour moi, c'était comme si la terre et le ciel venaient de s'inverser, quoi. C'est-à-dire d'un stade où il était quasiment impossible de se faire des amis, où on était toujours rejeté, où il fallait jamais parler à quelqu'un qu'on connaissait pas. J'arrivais dans un endroit où, quoi qu'il arrive, il fallait que je sois avec les autres, il fallait que je discute avec les autres. C'était... Là, ils en avaient rien à foutre que je sois bizarre. Ils trouvaient ça fascinant, ça les faisait rire, mais pas plus, quoi. Il fallait être intégré. C'était intégratif. Et ça fait un choc, parce que on passe d'une société qui était
pathologique par rapport à nos besoins, à notre développement, et donc dans laquelle on avait renoncé à s'intégrer, à créer des relations sociales, à rentrer dans la norme, entre guillemets, à une société qui n'a pas ces mêmes caractéristiques malsaines. Et d'un seul coup, on se dit, merde, mais le monde, tel que je le conçois, le monde, c'est pas la même chose partout. Le monde, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, où tout est possible, où il existe plein de types de sociétés différentes, et parmi toutes ces sociétés, il y en aura toujours une où je pourrais aller, où je pourrais m'intégrer. Et donc ça ouvre considérablement l'esprit, ça donne énormément d'espoir, etc. Et l'avenir m'a montré, parce qu'après j'ai vécu en Bretagne, j'ai vécu en Alsace, j'ai vécu dans le sud-ouest, et effectivement, hein, même sans quitter la France, les mœurs sont extrêmement différentes. En Alsace, quel que soit notre statut social, si on argumente, si on a les bons arguments, on nous écoutera. Pour les Alsaciens, la seule chose qui est importante, c'est la vérité, on peut discuter. En Bretagne, personne ne s'en prendra jamais à vous. C'est mal vu, un Breton, il doit être gentil. Personne ne se permettra d'être méchant en Bretagne. Et avec une ouverture d'esprit dingue. Bon, par contre, beaucoup moins à l'écoute que les Alsaciens. On peut beaucoup moins discuter sur certaines choses. Là, le sud-ouest, une espèce de super douceur, de protectionnisme, de paternalisme, mais à côté de ça, ultra conformiste, avec une guerre, de la jalousie, etc. Sud-est, pragmatique, agressif sur les trucs que je vous ai dit, avec le snobisme, mais ouvert, loyaux aussi. Pas de délation dans le sud-est, pas de... Enfin voilà, c'est des sociétés qui sont très différentes les unes des autres. Et je pense que si j'ai beaucoup déménagé, bah, c'est pour ça, c'est parce que comme je trouvais jamais ma place, je me disais, bah, je vais aller voir ailleurs. Je vais aller voir ailleurs, puisque je sais que c'est différent en fonction des endroits. Bon, là, j'ai fait le tour de la France. J'ai trouvé ma place nulle part, quoi. Donc voilà, mais sachez-le, en tout cas, voyager, ça peut débloquer un certain nombre de choses pour une personne qui a des tendances autistes. Et puis surtout, ça aide au développement personnel. Et quand je dis voyager, je ne veux pas dire partir 2 semaines dans un club med. Je veux dire aller vivre 2-3 ans dans un autre endroit, travailler là-bas, fréquenter des gens de là-bas, etc. Voilà. Alors, ensuite, le prochain truc, donc j'ai testé pas mal de choses pour régler mes problèmes, dont certaines, du coup, je vais pas vous en parler parce que ça n'a pas marché. Par exemple, j'ai essayé de développer des logiciels pendant une très grande partie de ma vie, peut-être 5 ou 6 ans, j'ai essayé de développer un logiciel d'organisation très solide, comme si je me fabriquais une béquille virtuelle qui était censée m'auto-coacher, m'aider à planifier les tâches, garder une vue d'ensemble sur ma vie, etc. Puis finalement ça a jamais marché, j'ai jamais pu mener ce projet jusqu'au bout, trop compliqué. Puis même j'avais des résultats ponctuels, mais une fois que c'était fait, j'arrivais pas à me conformer à la discipline qui allait avec ce logiciel. J'avais pas le réflexe de l'allumer à chaque fois, de regarder dedans et tout, c'était trop contraignant. Il faudrait un truc directement relié au cerveau, je pense. Mais ça, on en parlera peut-être dans 10 ans dans une vidéo future. Ça c'est les trucs qui n'ont pas marché pour moi. Où j'ai beaucoup investi. Par contre, d'autres trucs ont marché. Donc là, le prochain truc que je vais vous dire, c'est apprendre la psychologie. Bah ouais. Parce que quand on connaît pas bien les autres, on n'a peut-être pas passé assez de temps à apprendre à connaître les gens autour de soi, comment ils fonctionnent, les rapports sociaux, etc. On a notre propre interprétation forcément sur la façon dont ils réagissent. Et cette interprétation, elle est basique, elle est déformée par nos peurs, notre angoisse, la façon négative dont on peut percevoir les gens autour de nous et la société. Et ça, c'est très néfaste. Moi, forcément, après tout ce qui s'était passé là où j'ai grandi, je pensais que les gens, ils étaient méchants, tribaux, snobs, qu'ils me détestaient, qu'ils étaient tous contre moi. Hein. Donc, pour développer des relations sociales, aller vers les gens, c'est pas idéal. Mais après, en apprenant la psychologie, donc notamment les thérapies comportementales et cognitives, la programmation neurale linguistique, le coaching. Après, j'approfondis avec les neurosciences, la psychiatrie. Là, j'ai acheté un livre de psychanalyse, je ne l'ai jamais lu, par contre, je me suis arrêté là. Alors, j'ai un livre là à côté, je vais le prendre, je vais vous le montrer.
conseille vraiment celui-ci. Super bouquin. Moi, ça m'a énormément aidé. Donc voilà, le développement personnel pour les nuls, tout en un. En fait, c'est un mix de 3 livres: la programmation neurale linguistique, les thérapies comportementales et cognitives, l'hypnothérapie et le coaching. Je vous conseille vraiment celui-ci si vous avez des problèmes, que vous vous sentez mal à l'aise et tout. Ça débloque énormément de choses. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé donc d'apprendre la psychologie, parce que autant quand on a un petit peu des tendances autistes, autant pour le relationnel on comprend rien, autant on est capable de modéliser les choses beaucoup plus facilement. Et du coup, avec la psychologie, j'ai pu modéliser les gens autour de moi et j'ai pu me modéliser moi-même. Et donc du coup, j'ai pu interpréter de façon plus juste la manière dont ils réagissaient, comprendre pourquoi ils réagissaient comme ça, etc. Et ça permet d'avoir des relations beaucoup plus constructives avec les autres. Donc vraiment, je vous le conseille. Oui, donc ce que je voulais dire en fait, c'est que le stade ultime après, donc vous pouvez aussi lire pas mal de livres sur la psychologie du développement, je vous encourage à le faire. Le self-management, après j'avais aussi lu en Bretagne, c'était un livre sur la psychologie sociale, ça peut permettre de comprendre pas mal aussi de mouvements, de choses irrationnelles, les injustices, tout ce qui est lié à la stigmatisation, au racisme, etc. Quand on peut être victime de ce genre de choses et qu'on connaît la psychologie sociale, on encaisse plus facilement, parce que quand on comprend, on est moins sur les motifs, on est plus sur l'analytique. Donc ça aide vachement. Mais le stade ultime pour moi, c'est la découverte d'un concept qu'on appelle l'unicité. Et en gros, c'est l'idée qu'on prend conscience, à force d'apprendre la psychologie, de voyager, de se connaître soi-même, on prend conscience que on est à la fois différent de tout le monde, mais aussi identique. C'est-à-dire, vous n'avez pas les mêmes peurs que votre voisin, vous n'avez pas la même colère que votre voisin, vous n'avez pas les mêmes buts dans la vie que votre voisin. Mais au fond, ce qui anime vos colères, vos peurs, vos buts, ce sont les mêmes choses que celles qui animent les colères, les peurs et les buts de votre voisin. C'est-à-dire que nous sommes différents, mais à la base, on est tous pareils en fait. On ressent les mêmes choses, on a les mêmes instincts, on est pareil. On est pareil, seulement c'est notre manière de répondre à ces similitudes qui est différente. Donc quelque part, si vous vous sentez un peu seul, dites-vous bien que la personne qui est à côté de vous, elle se sent un peu seule aussi. Si vous êtes mal à l'aise avec tel type de truc, peut-être que la personne à côté de vous, c'est la même chose. Elle ne va pas réagir de la même façon, elle ne va pas le dire comme vous, elle ne va pas se détourner dans la même direction que vous pour échapper à cette chose qui lui fait peur et qui l'éloigne, mais elle ressent la même chose que vous. On est pareil en fait. On est tous pareils, tout en étant tous différents. Et ça, quand on n'a pas pu s'intégrer, quand on est un peu à part, c'est le truc. On comprend tout à coup qu'on est un être humain comme les autres et que les autres ils sont comme nous. Et ça c'est super. Ça c'est super. Et quand je reviens à ce que je vous avais dit sur l'étiquetage au début, comme quoi ça donnait une impression chaleureuse d'avoir sa petite case, d'être rangé avec les autres, et je pense que rechercher l'unicité, c'est beaucoup mieux que de se coller une étiquette pour se dire qu'on a une place dans la société. Je pense que beaucoup de gens, plutôt que de se dire je suis de type machin, ou même par rapport à la sexualité, je suis trans, je suis machin, je suis... plutôt que de faire ça, je pense qu'ils devraient plutôt rechercher leur similitude avec les autres pour se sentir intégrés, pour trouver leur place dans un monde qui leur échappe. On veut tous manger, on veut tous dormir, on veut tous avoir de l'attention. On est tous des êtres humains et quelles que soient les caractéristiques qu'on peut avoir à côté, la sexualité, la nationalité, le groupe ethnique, la religion, le groupe socio-professionnel, toutes les étiquettes qu'on peut inventer, grand, petit, anorexique, gros, bipolaire, schizo, typique, je sais pas quoi. Tout ça c'est finalement secondaire en fait. Ce qui est important à la base,
Et je pense qu'on doit se sentir parmi les autres, pas parce qu'on est dans l'une des cases citées par la société, dans laquelle on nous propose de nous ranger, mais parce qu'on est tous des êtres humains. La société c'est rien du tout. La société, c'est un mode d'organisation qui est actuel, qui va changer encore et toujours, qui change sans arrêt. C'est un état. C'est pas la société qui est tout et nous sommes rien et nous essayons de nous glisser dans cette société pour survivre en correspondant à un des modèles qui nous est proposé par le système. C'est nous sommes des êtres humains, nous interagissons ensemble et le résultat, c'est la société. Et après, évidemment, dans la société, il y a plein de gens, ils monopolisent l'attention, ils font croire qu'ils contrôlent, et puis que c'est la société qui nous contrôle. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Et même si un jour ça marchait comme ça, la nature exterminerait les gens qui choisiraient de fonctionner comme ça. Parce que c'est pas un système assez robuste pour permettre à la vie de perdurer dans le temps. Donc voilà. À part pour les fourmis peut-être. Oui, donc l'unicité, c'est vachement bien. Bon, maintenant je vais vous donner mon dernier truc. Et après, ça vous donnera une idée du stade où j'en suis dans l'apprentissage de l'utilisation de mon cerveau pour correspondre à la norme. Donc il y a un truc encore. Donc disons que j'avais des connaissances psychologiques, tout ça, j'étais capable d'un certain nombre de choses. Mais le travail en équipe, c'était pas encore très évident. J'avais tendance à tout faire moi-même, à rien déléguer, à jamais m'appuyer sur les autres. Donc encore un mode très indépendant, autonome, à pas comprendre pourquoi le business. Je méprisais un peu tout ce qui était les commerciales, les businessmen, tout ça pour moi c'était sale, c'était. Et puis j'ai découvert donc un nouveau truc, donc ça c'est un machin aussi que je peux vous conseiller. C'est une discipline scientifique qu'on appelle les systèmes multi-agents. Donc là c'est un livre, je peux malheureusement pas vous le montrer parce qu'il n'existe plus à la vente. C'est un livre, on peut le trouver que sous format numérique maintenant. Ça s'appelle Les systèmes multi-agents vers une intelligence collective. Alors je crois que c'est de machin, Feber, un truc comme ça. Enfin de toute façon vous allez le trouver, il n'y en a qu'un seul livre qui s'appelle comme ça. Et donc en fait c'est un livre dans lequel l'auteur modélise et explique comment fonctionneraient des populations de robots. Alors on revient à cette idée de robot, mais pour quelqu'un qui n'est pas dans le social, pouvoir apprendre avec des robots, ça peut lui permettre après de comprendre avec des humains. Il faut un pont en fait entre la manière calculatoire, pragmatique de voir les choses de la personne un peu autiste vers la personne sociale. Pour qu'elle puisse comprendre, il faut qu'elle puisse modéliser. Et elle ne peut pas le faire en souriant, en échangeant des clins d'œil. Elle peut le faire que par les maths, la modélisation, la compréhension du modèle. Et donc les systèmes multi-agents, c'est la discipline qui étudie comment des populations de robots peuvent interagir les uns avec les autres de façon collaborative ou compétitive pour arriver à un résultat. Alors je vous dis robot, mais en fait c'est plus compliqué, on parle d'anima. Donc en gros, un anima, c'est tout ce qui bouge et qui essaie de survivre. Ça englobe les robots, les animaux, etc. Et dans les animaux, on peut avoir les humains qu'on peut mettre à part et les autres animaux, etc. Donc, quand on voit qu'est-ce que c'est qu'un modèle collaboratif, compétitif, les différents types d'organisation que ces robots, et après on peut transposer ça dans la société. On peut analyser donc les entreprises, les sociétés, les groupes sociaux qui sont en mode collaboratif, compétitif, comment ils sont organisés, qu'est-ce qu'une hiérarchie, etc. Et ça permet de se localiser dans la société, de comprendre comment on peut interagir avec cette société pour réaliser ses objectifs, ou quelle est notre place au sein de cette organisation pour réaliser ses objectifs. Donc, les systèmes multi-agents, très intéressants pour quelqu'un qui n'est pas intégré, de comprendre comment marche la société pour pouvoir agir de façon plus intelligente à l'intérieur, comme le ferait une personne neurotypique, normale. Maintenant, je vais vous parler des perspectives que je suis pour encore continuer à m'améliorer, parce que j'y suis pas encore. Et là, dernièrement, j'ai lu un truc sur la stratégie.
Et en fait, on explique que sur la stratégie, il faut savoir garder une vue d'ensemble en isolant les bons éléments, en leur mettant des indicateurs et en les comparant selon ces indicateurs au moment où on fait notre choix. Et ça, c'est intéressant parce que parce que j'ai tendance à aller trop vite vers des options. Ça, c'est le problème. Donc on dit avec les cerveaux un peu Asperger, c'est qu'ils ont tendance à se fixer sur les détails et à pas avoir de vue d'ensemble. Et donc ça, c'est le prochain truc sur lequel je vais essayer de travailler. C'est-à-dire je vais essayer de me discipliner pour adopter une méthodologie stratégique, donc dans laquelle où je réunis tous les éléments pertinents, où je les compare, etc. avant de prendre une décision. Essayer de faire ça une habitude de façon à compenser ma tendance à aller trop vite vers les détails. Ça, c'est ma perspective. Enfin, maintenant, j'aimerais relativiser et ce que je vous ai dit par rapport à la normalité et au fait d'être sain d'esprit, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de dire quels sont les problèmes pour un Asperger et comment il peut les résoudre, je vais vous dire quels sont les problèmes d'une personne normale et comment est-ce qu'elle peut les résoudre. Parce qu'en fait, la normalité, c'est pas être sain d'esprit. Et ça, je le constate. Et surtout en ce moment, parce que notre société est quand même vachement décadente. Par exemple, je vous ai parlé des systèmes multi-agents. Je vous ai dit que le fait d'apprendre les systèmes multi-agents pour une personne Asperger, ça le permettait de connaître sa place dans la société pour agir de façon plus constructive. Bon, connaître sa place dans la société, pour quelqu'un comme moi, quelqu'un qui est un peu autiste, ça veut dire sa place fonctionnelle dans la société, le rôle qu'elle joue, pas le rôle en tant que personne, le rôle en tant que machine. C'est-à-dire, je suis dans une équipe, mon chef, pour moi, c'est le mec qui définit mes objectifs. Et après, c'est à moi de réaliser ces objectifs. Bon, et pour une personne normale, j'ai l'impression que ça va un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire, le chef, pour elle, c'est la personne qui définit ses objectifs, mais c'est aussi la personne qui la possède et qui la domine. C'est la personne à qui elle doit faire preuve de déférence, de politesse, qu'elle doit avoir un comportement soumis, ne pas contredire, etc. Bon, alors ça c'est être normal. C'est pas fonctionnel, je suis désolé. Alors peut-être que là, je vais encore passer pour un gros taré d'autiste, etc. Mais c'est absolument pas normal. Le rôle du chef, c'est de fixer les objectifs. C'est pas que tout le monde se mette à quatre pattes devant lui et lui chante sa chanson préférée pour son anniversaire. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est pas fonctionnel. Ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. Et plus les gens font preuve de déférence envers leurs supérieurs hiérarchiques, et plus ceux-ci sont rongés par la vanité, et plus ils deviennent aveugles. Au lieu d'être attentifs aux éléments réels et tangibles sur lesquels ils doivent s'appuyer pour atteindre leurs objectifs à eux, parce que eux aussi ils sont censés avoir des objectifs et agir pour réaliser ces objectifs, ils se comportent comme des espèces de vampires vaniteux qui s'abreuvent de la société pour alimenter leur fierté, pour encore alimenter leur fierté. Tout ça pourquoi? Pour accumuler des merdes dorées, prendre tout le monde de haut. Ça sert à rien. Voilà typiquement un truc normal, mais qui n'est pas sain d'esprit. Selon moi, qui suis probablement qu'un simple autiste, mais je suis désolé, à partir de ce que je sais, de tout ce que j'ai modélisé, je trouve ça décadent. Et je suis persuadé que la décadence qu'on vit, c'est ça en fait. C'est qu'on a, comme il n'y a plus le critique, le précaire, on a à bouffer, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, c'est juste comment on va se partager les parts du gâteau. Et ça crée plein de petits seigneurs qui vont profiter du système en écrasant les autres, qui vont être capricieux, de gens qui vont essayer de tirer un maximum d'avantages. C'est la disparition du pragmatisme. On arrive dans un stade où tout le monde est en compétition avec tout le monde pour savoir qui pisse le plus loin, pour savoir qui aura le plus gros morceau du gâteau. Plus personne ne réfléchit comme il faut. On est dans une espèce de la rat race, quoi. La rat race. Et ça, c'est pas bon pour les gens. Non seulement c'est pas bon pour la personne qui gagne, parce que sa vie est stérile, elle se dirige nulle part, absolument nulle part. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'acheter une montre à 15 000 euros, après elle va s'acheter une deuxième montre à 15 000 euros, ou une bagnole à 30 000 euros, quand elle peut en avoir une à 10 000. Enfin, ça mène nulle part. Ça sert à rien. Ça sert à rien. D'un point de vue fonctionnel, ça sert à rien.
Peut-être que c'est flatteur, mais ça sert à quoi de se flatter? Ça sert à rien, ça n'apporte rien, rien du tout. Et c'est pas bon non plus pour la personne qui est soumise. Donc celui qui va avoir de la déférence envers son chef, qui va lui faire croire qu'il est de son côté, qui va le servir, et puis qui va se faire jeter comme une merde le jour où la société voudra faire plus de fric, et où du coup il sera plus utile. Les gens s'investissent dans leurs entreprises, ils y croient. Mais il n'y a pas de raison pragmatique de croire à son entreprise. Une entreprise, c'est une organisation pour faire du fric. Et donc tous les gens qui croient en leur entreprise, qui se lient d'amitié, et du coup ils se font baiser à la fin. C'est automatique. Ça finit forcément comme ça. Et tous les gens les recruteurs, ça aussi c'est marrant quand on est un peu autiste. Les arguments des recruteurs, nous on est gentils, nous on a un cœur, nous on va vous faire un plan de carrière, nous on va faire ceci, on va faire cela parce qu'on est différent. Mais pour quelqu'un qui n'est pas dans le social, c'est tellement flagrant, c'est tellement flagrant. Même modèle économique, même comportement d'enculé. C'est logique. Je veux dire, quelqu'un qui vend de la prestation, il peut pas vous dire qu'il va vous faire un plan de carrière. C'est pas vrai. Tout ce qu'il doit faire, lui, c'est placer ses mecs pour son marché, par exemple. Donc, il peut vous donner l'illusion, mais en réalité, c'est juste que vous avez eu du pot et que c'était possible. Mais quand c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, en fait, on nous promet des choses qu'on peut pas nous donner. On nous promet des choses, on nous parle de solidarité, de faire partie d'une famille, d'un groupe, mais faire partie d'une famille, d'un groupe, c'est pas abandonner les membres de la famille quand ils arrêtent d'être rentables, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de bêtises en fait, il y a beaucoup d'aveuglement, il y a beaucoup de comportements incohérents aussi chez les gens normaux pour des gens comme moi, des choses qui me semblent moi être des maladies mentales. Moi, j'ai été dans des entreprises où j'ai vu des gens mais complètement broyés, à en crever. Tous les jours, je les arrivais, ils disaient des trucs du style pourquoi faire des enfants dans le monde où on vit, ça sert à rien, la vie est trop minable, ça sert à rien de vivre de toute façon. Et puis moi je leur disais mais pourquoi vous vous cassez pas? Pourquoi vous vous cassez pas? Et ils avaient peur de se casser, alors que leur vie pouvait pas être pire. Je veux dire, quelqu'un comme ça qui souffre tout le temps de son travail, parce qu'il est soumis, il est écrasé par son chef, mais il considère que c'est normal, parce que c'est sa place dans la société, et qu'il devrait être bien content d'avoir une place dans la société pour bouffer. Non. Mais même avec le RSA dans un bled à la con, à dormir dans un garage, il serait plus heureux de toute façon. Il aurait une vie plus intéressante et épanouissante. Pourquoi? La peur de sortir du moule, la peur... Il y a plein de comportements qui sont pas du tout normaux chez les personnes, normaux, j'utilise le mauvais mot, qui sont pas du tout sains chez les personnes normales. Et du coup, il y a plein de gens à Asperger, il y avait ça à un moment qui disait mais on n'est pas malade, on est différent. Et moi je pense que oui, c'est vrai. L'autisme, alors après, attention, l'autisme c'est très large. Quand quelqu'un il peut même plus parler, il peut même plus rien faire, oui, c'est pathologique. Mais quelqu'un qui a des troubles autistiques légers, qui est plutôt genre Asperger, etc., qui a l'air bizarre, il n'est pas forcément malade. Surtout dans une société où les gens normaux sont malades. Il est peut-être sain d'esprit, c'est peut-être normal pour un enfant de se détourner de ce qui est normal. J'ai encore utilisé le mauvais mot, c'est peut-être sain pour un enfant de se détourner de ce qui est normal, parce qu'il trouve ça pathologique et que ça ne mène nulle part. Les enfants sont là pour s'adapter. Donc voilà, avant de vous dire que votre enfant est bizarre, ou que cette personne est bizarre, ou que vous-même vous êtes bizarre, et que donc du coup vous devez changer, posez-vous la question de savoir ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Alors après, je dis pas les Asperger sont sains et les gens normaux sont malades. Il y a des problèmes des deux côtés. En fait, les étiquettes, ça sert à rien. Il faut regarder au cas par cas. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'échelle absolue qui permettrait de définir que c'est moi qui suis malade et que c'est les gens dans la société qui sont sains. Et même les gens, ils vont me dire oui, mais tu dis ça, mais t'en sais rien, mais moi je sais, mais c'est ci, mais c'est ça, mais t'as tort, mais ceci, mais cela. Mais
au bout d'un moment, qui c'est qui a raison et qui c'est qui a tort? Est-ce que c'est celui qui regarde la télé, qui est normal et qui a ses petits camarades qui a raison? Ou est-ce que c'est celui qui s'est tapé 15 bouquins, qui a essayé de tout comprendre de A à Z parce qu'il ne pouvait pas s'intégrer? Au bout d'un moment, c'est celui qui réfléchit et qui calcule qui a raison? Ou c'est celui qui dit la même chose que ce qu'a dit son voisin hier? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce que celui qui dit aussi ce que dit son voisin hier, il peut avoir raison aussi. Parce que c'est une intelligence collective. Mais voilà, méfiance quand même. Moi je vous dis. Donc des choses malsaines, pathologiques, chez les gens normaux, il y en a autant que chez des autistes légers. Donc les distinguer en disant qu'il y en a un qui est malade et l'autre non. Bah. D'ailleurs, je vous ai parlé de développement personnel pour les autistes. Je pourrais très bien vous parler de développement personnel pour les gens normaux. Regardez par exemple les anarchistes. Moi, je suis fasciné par les anarchistes. Les anarchistes, ils revendiquent donc l'absence de propriété et de statuts sociaux. Bon, l'absence de propriété, je trouve, c'est extrême. Mais l'absence de statuts sociaux, moi, j'y adhère carrément. J'y adhère carrément. Parce que c'est débile. C'est ça qui alimente la vanité et la stupidité des gens, finalement. Parce que si la hiérarchie elle est de façon purement fonctionnelle, eh ben le système fonctionne. Hein. C'est pas un lieu de guéguerre pour savoir qui pisse le plus loin. Et donc du coup, bah, ça lubrifie vachement le système et ça marche beaucoup mieux. Bon, eh ben les anarchistes, on dira qu'ils sont bizarres, qu'ils sont dangereux. Eh ben la Révolution française, c'était un peu les anarchistes. Et vous voyez en fait, moi je dis oui, un anarchiste, il renie les statuts sociaux. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on a fait à la Révolution française? Dire que les privilèges étaient inadmissibles, que bon bah là on revient dans une société de privilèges. Qu'est-ce qu'on fait? Donc être normal en fait, c'est accepter ça et puis c'est attendre que ça devienne insupportable pour refaire un massacre. Bon bah là par exemple, c'est un truc où un aspergeur, bah, il mesure, il compte, il dit qu'il y a une anomalie et ça va pas plus loin. Peut-être que c'est des dynamiques qui sont différentes. C'est plus lent. Un groupe de personnes sociales, c'est peut-être plus robuste, plus dominant, mais c'est peut-être plus long aussi à comprendre et à réagir. Enfin bon, j'arrête là, je m'éloigne trop du sujet. Donc le bilan. Faire en sorte que les relations sociales pour un enfant, elles restent intéressantes. Il faut qu'il y trouve son intérêt, il faut qu'il perçoive que les gens sont honnêtes avec lui, ne jouent pas un rôle, c'est très important. Si on n'est pas capable de fournir ça à un enfant, il faut lui fournir un animal, un chien dans l'idéal. Voyager pour faire découvrir si un enfant il se développe pas bien dans la société où il est. Ça peut marcher de le faire changer de société, de déménager. Si vous êtes dans le sud, allez dans le nord. Si vous êtes dans le nord, allez dans le sud, je sais pas. Apprendre la psychologie. Apprendre la psychologie, ça peut aider la personne à interpréter mieux le comportement et les sentiments des autres. Apprendre les systèmes multi-agents pour comprendre sa place dans la société, tout ça. Et après, la psychologie sociale pour encaisser tout ce qui est discrimination, et éventuellement des théories comme l'anarchisme, etc., pour comprendre que le mal-être qu'ils ressentent par rapport à l'absence de fonctionnalité des rapports sociaux dans les organisations, c'est une très vieille histoire qui a fait couler beaucoup de sang et qui en fera couler encore beaucoup, et qu'on n'est pas seul à être dans cette merde. Voilà, bonne chance.